Bonjour et bienvenue dans le Point Résistance écologique, le podcast qui raconte l'écologie, la vraie, simplement. Je m'appelle Brice Schwartz et chaque semaine je reçois un ou une invitée pour parler écologie, climat et environnement. Nous explorons ensemble les solutions qui peuvent aider l'humanité à faire face à la plus grande crise de son histoire, sans greenwashing ni bullshit. Nous abordons les problématiques qui font du XXIe siècle le siècle des menaces et nous discutons des actions les plus réalistes, concrètes et efficaces. L'effondrement de la société a déjà commencé, la 6e extinction de masse est en cours et le changement climatique entraîne chaque année de nombreux dégâts, morts et réfugiés climatiques. Alors plus de temps à perdre, c'est maintenant ou jamais. Je te laisse directement avec l'invité de l'épisode et notre discussion. Hello Florian. Salut Brice. Merci d'avoir accepté l'invitation, bienvenue sur le Point Résistance écologique. Merci à toi de l'invitation, c'est un plaisir d'être là. Plaisir partagé, ça fait un moment qu'on se suit, notamment sur LinkedIn. Carrément, ouais. fait C'est vrai partie que des... on a souvent communiqué par commentaires interposés, c'est assez C'est drôle. ça, on fait partie des seuls, en tout cas la petite masse qui parle des sujets écolos sur LinkedIn, mais ça commence à se développer, c'est cool. Ouais, carrément. Je te propose qu'on commence par te laisser la parole et te présenter en quelques mots ton parcours et tes activités actuelles. D'accord. Donc moi du coup c'est Florian Doyen, j'ai 31 ans, j'ai un parcours 100% informatique, je suis développeur web de formation. Voilà, je suis freelance depuis un peu plus de 4 ans maintenant et voilà, je vis un peu ma vie comme je l'entends. C'est assez sympathique de pouvoir lier mon métier et avec ma passion qui est l'écologie. Voilà, j'essaie de lier un peu les deux comme je peux. Ok, Voilà et du coup, je suis développeur web, je suis formateur aussi pour différentes écoles, je fais du consulting e-learning aussi, parce que j'ai pas mal bossé dans l'e-learning et mhm. sur mon temps libre, à mes heures perdues, j'ai envie de dire, je fais de la création de jeux vidéo, en fait, de la 2D toute simple, mais voilà, j'essaie de pousser des projets écologiques, dans le jeu vidéo aussi, vu que c'est un autre sujet qui m'intéresse fortement. C'est quoi un jeu vidéo écologique? Ah, vaste question. Vaste sujet. Alors pour moi, un jeu vidéo écologique, déjà, c'est un jeu vidéo qui va, dans son histoire, dans son scénario, euh, évoquer l'écologie, va essayer de propulser l'écologie et en faire un peu le cœur du sujet, comme certains jeux peuvent le faire, comme Final Fantasy VII, Mhm. comme Echo, même comme les Sims, j'ai envie de dire. Dans les Sims 4, ils ont une extension spécialement faite sur l'écologie, voilà, avec pas mal de petites choses sur le recyclage et tout ça. Donc c'est assez intéressant de voir ça dans des jeux assez récents. Mhm. Et pour moi aussi, un jeu écologique, c'est aussi un jeu qui a été conçu pour ne pas trop consommer de ressources. Par exemple, on pourra faire un jeu type World of Warcraft avec un sujet écologique. Il ne restera pas moins ultra polluant parce que ce sera un jeu qui sera massivement multijoueur, donc ce sera un jeu qui sera, on va dire, qui va pomper beaucoup de ressources. Ouais. Il y aura des data centers avec des serveurs qui vont devoir tourner pour héberger les joueurs. Enfin voilà, on ne peut pas, je pense, faire un jeu massif tout en respectant, on va dire, les principes de l'écologie qui sont de consommer raisonnablement et sans trop Mhm. polluer. Pour moi, c'est plutôt des petits jeux indépendants, des petits jeux 2D, des indie games, comme on dit. Ok, super Voilà, intéressant. On parle pas assez des jeux vidéo écologiques. c'est Euh, vrai. donc à côté de ça, donc, ton activité principale, en tout cas par là où tu as commencé, c'est le développement web. Donc tu te Oui, décris tout à comme fait. développeur web engagé. Mhm. Tu peux nous dire ce que ça signifie? Est-ce que c'est surtout par rapport au projet que tu choisis, à la manière dont tu travailles? Ouais, carrément. C'est surtout sur les projets dans lesquels je m'engage. J'évite clairement les projets de grosses multinationales ou autres. Pour l'avoir fait quand j'étais salarié, j'ai bossé pour des boîtes. Enfin, du coup, la boîte où j'étais avait des clients qui étaient des boîtes qui, moi, personnellement, éthiquement, me plaisaient pas. Mais bon, quand on est salarié, malheureusement, on n'a pas toujours le choix. En étant freelance, j'ai le choix de choisir en fait entre est-ce que je veux respecter mes convictions et du coup me faire de l'argent. Et Mhm. personnellement, je préfère respecter mes convictions. Donc quand un client d'une boîte assez connue me contacte où l'éthique est un peu douteuse, clairement j'évite. Voilà. Après, Ok. en tant que freelance, je sais que tout le monde ne fait pas ça, mais moi personnellement, j'essaie de choisir des projets à impact ou du moins des projets plus lancés par des entrepreneurs. On va dire des projets avec un coût faible, parce que quand on est entrepreneur, on engage aussi financièrement sur un projet, mais on s'engage nos finances, enfin, on engage vraiment nos finances à nous. Mhm. Euh, et, euh,
et voilà, j'essaie plutôt de bosser avec ces gens-là plutôt qu'avec des grosses boîtes. Ok. Pour moi, l'écologie est aussi sociale et solidaire, et je suis plutôt partisan de bosser avec des petites structures et des entrepreneurs plutôt qu'avec des grosses boîtes. Yes. Ouais, un peu Voilà. pareil. Je comprends ton approche, parce que je fais un peu pareil, donc dans un autre domaine. C'est plutôt l'écriture, mais j'ai Ouais. un peu le même process de sélection des clients. Comme quoi, Et on a quand même beaucoup d'atomes crochus. effectivement, c'est pour ça qu'on en discute aujourd'hui et que j'espère que ça va être d'autant plus intéressant. Et justement, tu as un dernier projet qui est encore assez jeune, qui s'appelle Mhm. Challenge for Earth. Est-ce que Ouais. tu peux nous en parler un peu? Avec plaisir. En fait, j'ai remarqué durant toutes mes années de gestes, d'éco-gestes, on va dire, j'ai remarqué en fait que j'étais un peu seul dans mes actions. Alors, je sais que je suis pas seul, mais en fait, dans mon entourage, j'étais seul. J'ai vu en fait mes limites en termes de gestes éco-citoyens. J'ai vu que je pouvais pas forcément aller beaucoup plus loin que ce que je faisais déjà, parce que je n'avais pas forcément soit les convictions, soit les connaissances. Du coup, j'ai créé Challenge for Earth pour me dire, voilà, et si j'arrivais à fédérer un groupe de personnes autour de différentes causes écologiques. Du coup, on est venu ce projet où je pars du principe que pour fédérer les gens, il y a quoi de plus simple que de leur permettre d'avoir une liste de choses à faire, toutes simples, accessibles à tous. Et donc, c'est ce que j'ai choisi, et j'ai choisi de le montrer sous forme de défi, en fait. Un peu comme ce que feraient d'autres applications comme 90 jours, comme Ma Petite Planète ou d'autres. Hein. Cette idée, elle n'est pas nouvelle. Mais voilà, clairement, je suis parti de là-dessus. Et je me suis dit, voilà, essayer de fédérer des gens autour de ce projet afin que moi-même, déjà, je me retrouve plus seul, parce que, en fait, on est plein à faire des gestes, mais on est tous plus ou moins un peu éparpillés, on fait tous des gestes un peu dans notre coin. Et je trouve ça un peu dommage de pas se regrouper, de former vraiment un bloc qui fait front dans tous ces gestes-là. Donc ça, c'est un peu la partie, on va dire, à court terme. Et à long terme, ce que j'aimerais, c'est que cette plateforme devienne en fait une tribune pour que les gens de tous bords, de tout horizon, de tout niveau scolaire, de tout métier aussi, puissent en fait proposer des solutions en fait à des problématiques, et de créer en fait une sorte de gros think tank collaboratif, comme j'aime l'appeler en fait, un think tank qui serait vraiment un think tank populaire où tout le monde y aurait sa place et tout le monde aurait une tribune pour pouvoir apporter une ou des solutions à une ou plusieurs problématiques environnementales. Voilà, parce que je pars du principe que donner un maximum d'informations aux gens, c'est finalement permettre aux gens de s'éduquer. Et pour moi, le changement, le virage en fait écologique va se faire que si une majorité de la population est éduquée. Et c'est déjà ce qu'essaie de faire par exemple la fresque du climat, en sensibilisant le maximum de personnes sur le climat. Et je pense qu'en fait, il faut qu'il y ait plus de structures et d'organismes comme la fresque du climat, qui fassent ça en fait, parce que si on ne sensibilise pas les gens, si on ne les éduque pas, si on ne leur apprend pas, qu'on ne leur inculque pas les bases en fait de l'écologie, clairement les générations futures elles seront pas prêtes pour ce qui arrive. Et donc mon but c'est voilà, c'est créer une sorte de gros think tank collaboratif, et pour ce faire en fait j'ai besoin de fédérer des gens. Et donc j'ai choisi le côté défi et parcours de défi pour commencer cette fédération. Yes. C'est vrai que l'information est la clé, on le répète souvent. Et puis au final, tu vois, quand on est un peu engagé, qu'on se dit mais pourquoi est-ce que tout le monde n'agit pas? Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas aussi engagé? Souvent, c'est pas que les gens sont des méchants, manichéens, qui n'en ont rien à foutre, etc. C'est juste qu'ils n'ont pas l'information, ou alors qu'ils ont l'information, mais ils l'ont pas intégré, ils l'ont pas conscientisé. C'est Parce que ça. ça, c'est encore un autre processus, hein. Lire des chiffres alarmistes, comme là encore ce matin, il y a l'article du Monde et les dépêches Ouais, là-dessus qui sont tombés. sur le GIEC, ouais, qui fait assez mal à lire. C'est ça, qui annonce le futur rapport du GIEC. Bon, il y a des. Voilà, ça reste des effets d'annonce, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont lire ça, qui vont se dire bah, ok, mais dans tous les cas, on savait déjà que c'était la merde, on savait déjà que les générations futures, ça allait être la merde, etc. So what, ça change quoi en fait? Alors qu'en fait,
justement, il faut comprendre ce que ça implique et tout ça. Par exemple, avec la fresque du climat, avec Mm. d'autres organisations, d'autres événements comme ça, ça permet d'aller au fond des choses et de comprendre déjà de quoi il en retourne, et ensuite comprendre pourquoi est-ce que ça nous concerne tous, même si on n'en a pas forcément l'impression dans notre quotidien, quoi. Donc, Totalement. je salue l'initiative. Bah, merci. Donc ça Mais te je suis fait... totalement d'accord avec toi sur ça, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, en fait, quoi faire. Et du coup, j'espère que des projets comme Challenge for Earth fleuriront encore voilà, Mm, dans les semaines, dans les mois à venir. Parce qu'il faut, en fait, éduquer et sensibiliser au maximum le plus de gens possible sur les gestes à avoir maintenant et surtout les gestes à avoir plus tard. Parce que mm, malheureusement, le train, il est en marche, on ne peut plus l'arrêter. Mais maintenant, c'est à nous de décider si on veut y aller à 50 km/h, à 90 km/h ou à 200 km/h dans le mur, quoi. ouais. Voilà. Du coup, en fait, en essayant d'éduquer les générations actuelles et les générations futures à des gestes tout cons, hein, mais des gestes tout Mm, cons qui peuvent du coup devenir la graine qui se plante dans ta tête et qui après t'ouvre d'autres voies plus tard, en fait, voilà, permettre à cette graine de se développer et de donner des bons réflexes en fait aux gens. Par exemple, un truc super bête, mais pour le transport, il y a encore beaucoup de gens qui ne covoiturent pas. mm, Et le transport, on sait que c'est une part non négligeable de la pollution dans le monde. Donc, en fait, si les gens covoituraient déjà un peu plus, ça enlèverait déjà une petite épine, certes, mais ça enlèverait quand même une épine du pied des problématiques en fait, qu'il y a actuellement. mm. Alors, ça reste un impact infime, mais on sait qu'un impact infime, plus un autre, plus un autre, plus un autre, à force, l'impact il devient assez gros et le coup, le changement se verra. Et je parle de covoiturage, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Ça peut être sur l'alimentation, ça peut être sur la consommation, ça peut être sur l'impact du numérique. Je pense que du coup, on va revenir tout à l'heure Mhm. sur ce sujet-là. Mais en fait, l'écologie, elle est transversale. Et dans notre quotidien, en tout temps, en Mhm. fait, on peut avoir des gestes à faire. Moi, clairement, à chaque fois que je fais quelque chose, maintenant, j'ai ce réflexe-là. Chaque fois que je fais quelque chose, je me demande si c'est écologique ou pas. Ouais. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà, le but, c'est pas de donner, c'est pas forcément de donner des idées aux gens de comment faire ci ou ça, c'est plutôt essayer de planter la graine dans la tête des gens qui vont en fait leur donner les clés pour comprendre et changer les choses. Mhm. S'ils ont les clés pour comprendre et changer les choses, à mes yeux, ils auront en fait toutes les cartes en main pour faire des efforts de plus en plus grands au fur et à mesure voilà, que leurs gestes grandiront aussi, quoi. Voilà, Je en comprends. gros, en quelques mots, voilà l'idée de base. C'est déjà une bonne base. Euh, et justement, je parlais tout à l'heure du fait que on se parlait parfois sur LinkedIn. LinkedIn, Mhm. c'est un réseau social professionnel qui marche bien aujourd'hui. Il y a encore 5 6 ans, c'était encore plus une CV Tech. On y allait pour mettre son CV en ligne, pour chercher du travail, et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, enfin, j'allais dire tous, mais pas forcément, mais beaucoup de monde y vont de leurs petits posts, de leurs petites interactions, etc. Euh, et toi, comme certains autres, comme je le disais, parle de sujets écologiques. Pourtant, c'est pas forcément le premier réseau social auquel on penserait quand on parle de ces sujets-là. On penserait plutôt à une chaîne YouTube, à un compte Insta, ou même à, voilà, un compte Twitter. On va pas citer Ouais. Facebook parce que bon, c'est plus trop ça. Mais il y a beaucoup de réseaux qui sont plus adaptés. Et pourtant, LinkedIn, on dirait que tu as un certain succès. Tu as encore fait un post il y a pas très longtemps où tu parlais justement de ce que ça veut dire pour toi être écolo, être engagé. Ouais. Et t'as eu énormément de réactions. Mais Ouais, j'avoue que j'ai eu un buzz assez impressionnant. J'ai fait plus de 2000 likes. J'étais là, waouh! ouais, Genre, genre j'ai fait un post à 2000 likes, quoi. incroyable. Surtout sur un En sujet fait, comme ça, ouais. quoi. Ouais, non, mais en fait, je trouve que LinkedIn, c'est un bon réseau pour l'écologie. Moi, clairement, comme tu dis, donc LinkedIn, c'est normalement un réseau qui est fait pour trouver un job ou pour trouver un employé quand on est recruteur. Moi, clairement, LinkedIn, je l'utilise pas pour ça. Parce qu'en fait, en tant que freelance, je suis déjà débordé. J'ai pas besoin de trouver du boulot, clairement. Surtout comme développeur, ouais. Là, je suis full jusqu'en décembre, c'est te dire. En fait, pour moi, c'est plutôt un endroit où je peux trouver des gens qui soit travaillent dans l'écologie,
parce que j'en ai beaucoup dans mon réseau qui sont soit qui travaillent soit dans la biodiversité, dans l'agriculture, dans le maraîchage, soit des gens qui travaillent dans les ENR, dans le nucléaire. J'ai plein de gens qui bossent chez EDF par exemple dans mes contacts. Mhm. J'ai tout. J'ai des journalistes indépendants, j'ai des militants, j'ai des gens qui ont créé des ONG, des assos. Enfin, j'ai vraiment de tout, de tous les domaines. J'ai des anti-chasses, des pro-chasses, des anti-nucléaires, des pro-nucléaires. J'ai tout et son contraire. Et en fait, pour moi, c'est ça la force de LinkedIn, c'est que tu peux créer un réseau sur un sujet précis. Moi, mon réseau, c'est à 90% à peu près de gens qui sont dans l'écologie, soit par métier, soit par passion. Ok. Ça peut être des écopreneurs, ça peut être des salariés, ça peut être des patrons, des dirigeants d'ONG. Mais en fait, ils ont tous un point commun, c'est qu'en fait, ils ont le même but, c'est-à-dire ils veulent protéger l'environnement. Mhm. Euh, donc moi, en fait, je me sers de LinkedIn pour ça, parce que j'ai remarqué il y avait du grain à moudre là-dessus. Et pour avoir été longtemps sur Facebook et pour avoir tâté un peu Twitter, je trouve que, en fait, Facebook, ça va être très bien si tu veux, par exemple, si tu veux vendre un produit qui pue un peu le marketing écologique. Je dis n'importe quoi, mais ça peut être, par exemple, tu vois, vendre des cotons à démaquiller bio, mais genre Mhm. lavables. Bah, alors c'est très bien parce que c'est lavable, du coup c'est pas les disques de coton que tu jettes, mais en fait pour ça du coup tu trouveras forcément un public sur Facebook. Du coup tu auras plein de gens qui vont taguer en disant hey, regarde c'est super écolo, c'est trop bien. Mhm. Soit, mais en fait tu trouveras, pour moi personnellement, je pense tu trouveras pas de public qui sera à l'écoute et qui permettra un débat sérieux et raisonnable. Parce que Facebook, ça reste quand même des gens quand tu vas dans les commentaires, ça finit rapidement en pugilat. Et je le sais, hein, parce que j'ai longtemps été comme ça quand j'étais plus jeune. Je dis ça Mhm. comme si j'avais 70 ans. À Mais voilà, l'époque. à l'époque, c'est ça. Et pour ce qui est de Twitter, en fait, c'est bien si tu veux un tribunal populaire. Mais pour moi, Twitter, c'est pareil, c'est pas un réseau social qui sert à parler d'écologie. Quand j'ai remarqué qu'en fait LinkedIn était rempli de gens relativement sérieux, parce que bon, il y a quand même parfois quelques PG par commentaire, Mhm. mais c'est assez rare. Quand j'ai pris conscience en fait que LinkedIn était plein de gens qui étaient assez sérieux, assez calés sur le sujet, ou qui du moins s'intéressaient à ce sujet-là, ben en fait j'ai commencé à y faire mon petit trou et à me dire bon bah voilà, t'as un réseau qui fonctionne bien sur l'écologie, t'as des gens qui sont intéressants et intéressés par l'écologie, alors du coup comment tu vas transformer l'essai? Et du coup, bah, je me suis dit, bah voilà, ce serait sympa que tu te formes un réseau. Et donc, ça m'a pris 2 bonnes années, mais voilà, j'ai plus de 1000 contacts qui sont de près ou de loin dans l'environnement, ou qui Mhm. sont au moins sensibles à l'environnement. Et ça porte ses fruits au final, parce que je discute tous les jours par message privé avec des gens qui soit me proposent de passer un coup de fil ou de faire une visio pour voir si on a des atomes crochus, pour voir si on peut pas collaborer sur un projet ensemble, etc. Et en fait, je trouve que toute opportunité en fait est bonne à prendre. Donc voilà un peu pourquoi j'ai choisi ce réseau-là. Euh, et d'autant plus, comme tu disais tout à l'heure, c'est que c'est un réseau qui commence à être vraiment bien vu et assez populaire, Mhm. même pour notre génération, hein, les 20-30 ans, commence vraiment à être dessus, non pas seulement juste pour balancer un CV, mais aussi pour voilà, essayer de faire une veille, on va dire, une veille professionnelle, que ce soit dans leur métier ou pas d'ailleurs. Ouais. Donc personnellement, j'ai trouvé un peu, on va dire, chaussure à mon pied, et je suis pas sûr d'aller ailleurs en fait pour parler d'écologie. Je pense que c'est un bon endroit pour ça. Je vois. C'est vrai que c'est un bon réseau aussi, même au niveau algorithmique, parce que c'est là où tu as le plus de visibilité. Mm, Euh, Par exemple, tu publies un post, toutes les personnes qui vont réagir, qui vont liker ou qui vont commenter, euh, mm, ça va afficher ce post à tout leur réseau. Et du coup, ça va montrer ce que tu publies à plein de gens qui ne te connaissent pas. C'est quelque chose qui existait à ouais. l'époque sur Facebook, mais qui aujourd'hui n'existe presque plus. Mm, Euh, Twitter, dans une certaine mesure, même si tout est beaucoup plus éphémère. Et du coup, LinkedIn aujourd'hui a le meilleur reach, comme on dit ouais. dans le jargon, mais la meilleure portée organique. Donc, sans avoir besoin de mettre un centime, on peut avoir un bon réseau sur LinkedIn. Moi, je Mm, m'en sers aussi bien pour mon activité freelance, pour trouver des clients, justement, ou plutôt, en l'occurrence, pour que mes clients me trouvent. Et là, franchement, ça doit faire un peu plus d'1 an que je parle d'engagement, d'écologie, etc. mhm, Et même ça génère des débats assez intéressants. Alors moi, mon réseau est, je pense, moins qualifié que le tien sur ces sujets-là. Moi, j'ai pas mal de gens qui sont très sympas,
très bienveillants, vraiment bienveillants dans le sens, c'est des gens, ils sont pas là pour se faire dans le pugilat, hein. Ils sont là pour échanger, et cetera. Par contre, ils sont souvent un peu dans l'esprit, petits gestes, mais petits gestes, pas les bons petits gestes, en fait. Ouais, C'est des gens plutôt CSP+, plutôt, parisiens, ouais, qui ont du coup une empreinte carbone assez forte, mais par contre qui vont te dire: «Non mais je trie mes déchets quand même, donc je suis assez écolo». Donc certes, hein, évidemment tous les petits gestes comptent, mais il faut garder des effets enfin les échelles en fait, ouais, et du coup j'ai beaucoup de gens comme ça, et je trouve que c'est un public qui est assez intéressant. C'est notamment, je sais que c'est une bonne partie de mon audience pour ce podcast, parce que j'avais déjà une bonne communauté sur LinkedIn, donc j'en ai beaucoup qui sont arrivés par ce canal-là. Mais c'est des gens qui sont assez ouverts d'esprit et qui prennent assez. Ils ont déjà un pied donc dans l'engagement, l'environnement, l'écologie, etc. Donc ils comprennent mieux les effets un peu plus. Enfin, quand on va un peu plus loin dans tout ce qui est collapsologie, dans tout ce qui est bah, énergie. C'est deux sujets dont on a parlé sur le podcast notamment. C'est des épisodes qui ont assez bien marché d'ailleurs. Mais c'est des sujets qui ne sont pas accessibles quand on n'y connaît absolument rien, mais qu'on s'y intéresse un tout petit peu. Euh, donc en tout cas, après je sais pas si c'est LinkedIn ou, ou si c'est juste mon réseau, mais en tout cas c'est bien d'avoir des gens qui sont un peu intéressés, un peu concernés, et après de leur donner les clés justement pour revenir à l'information, pour qu'ils puissent avoir une meilleure vision d'ensemble, la vision systémique dont on parle souvent, mm, euh, puis après toutes les clés pour aller eux-mêmes chercher l'information, etc. Euh, ouais, donc voilà. je suis d'accord. Donc LinkedIn, gros potentiel. Totalement d'accord avec ça. On va passer à la deuxième partie du podcast. On va parler de grands sujets qui nous intéressent. Ouais. Et on va commencer par l'un des premiers que je voulais aborder avec toi. Il y a quelques temps, on avait discuté d'écologie digitale, de pollution Ouais. numérique sur LinkedIn justement. Mhm. Et je me souviens, j'avais fait un post qui matraquait un peu l'écologie digitale en disant que Ouais. c'était pas mal de greenwashing, que c'était des petits gestes, euh, mais la mauvaise catégorie du coup, donc des petits Mhm. gestes qui sont plutôt là pour se donner bonne conscience, mais qui ont au final très peu, voire même très peu d'impact, pardon, voire même un impact négatif, un effet contre-productif. Mhm. Euh, et du coup, tu m'avais répondu en me disant waouh, Brice, pour la première fois, je suis pas du tout d'accord, et ton commentaire m'énerve ou un truc comme ça. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais, tout à fait. Donc, Alors, du coup, c'était pas du tout contre toi, hein, c'était bien vraiment sûr. juste ton post, évidemment. Donc, Mais ouais, c'était intéressant et je me suis dit que ça valait le coup. Donc, on a discuté après en commentaire. Il y a eu beaucoup de commentaires sur ce post-là. ouais, Beaucoup de choses intéressantes. Alors, évidemment, quand je fais un post comme ça, le but, c'est d'avoir un petit effet provoque, même si ouais. le fond, je le pense quand même. Mm. C'est-à-dire qu'il y a quand même, par exemple, le cliché de supprimer ses mails. Ça a été démontré que, au final, quand tu vas dans ta boîte mail pour supprimer les emails, bah, ça consomme plus d'énergie que si tu avais juste laissé tes mails. Donc ça, c'est un exemple. Après, effectivement, il y a plein d'autres choses. Mm. Mais du coup, plus globalement, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu penses de l'empreinte carbone du numérique et de pourquoi est-ce que c'est important quand même de faire hyper attention à ça, même si ça peut paraître petit geste. Alors, je pense que l'impact du numérique, enfin, c'est même pas je pense, c'est sûr et avéré, l'impact du numérique au sein de l'environnement est vraiment important. On a dépassé depuis quelques temps, en termes de pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre, je crois qu'on est autour de 4% pour le numérique, et on a dépassé en fait les émissions de l'aviation civile qui, je crois, sont autour de 3%. Donc clairement, on est un peu en train de. Si je faisais un raccourci très facile, je serais presque en train de dire que limite, vaut mieux prendre l'avion que de polluer avec le numérique, quoi. Alors bon, c'est un raccourci un peu facile, hein, évidemment, hein, c'est pas ça que je sous-entends. Mais en fait, ce que je veux juste te dire, c'est que en fait, on arrive sur un peu une période charnière du numérique où depuis, allez, on va dire 10 ans, 10-15 ans, le numérique a explosé.
On a vu apparaître des plateformes de streaming, des plateformes de VOD, enfin tout ce qui est Netflix, Amazon Prime Video, etc. La pornographie aussi qui a été exponentielle. Tout ça en fait fait que on a une utilisation en fait du web qui est hautement polluante, avec l'arrivée de la HD, de la Ultra HD, de la 4K, etc. Sans parler du coût en termes de matériel, hein, parce que le matériel aussi, il pollue. Il faut prendre toute la chaîne en fait en considération, de la fabrication des composants au montage de la machine, la livraison de la machine, l'utilisation de la machine, etc. Tout ça, ça a une consommation en termes d'électricité, en termes d'émissions de CO2, en termes de consommation d'eau aussi, hein, parce qu'il faut beaucoup, 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 beaucoup d'eau pour produire les composants électroniques. Ça fait aussi partie de l'écologie, même si on ne parle pas beaucoup d'eau, je trouve, pas assez du moins, Pas encore. par rapport au climat, alors que c'est quelque chose d'aussi grave, voire pire. Mais du coup, voilà, il y a quand même un impact assez lourd. Si je reprends un peu les chiffres de l'ONG Digital for the Planet, Hmm. euh, en gros, ils estiment que la consommation électrique mondiale du numérique est autour de 16%. C'est-à-dire qu'il y a 16% de la conso électrique mondiale qui est affectée au numérique. Alors, quand il parle de numérique, j'ai pas le détail en tête, mais je présume qu'il parle de tout, savoir les data centers, les serveurs, les machines, enfin tout ce qui fait tourner le numérique en fait, de près ou Hmm. de loin. Donc je trouve qu'avoir 16% de la conso électrique mondiale, sachant qu'on est quand même 7 milliards, un peu plus de 7 milliards maintenant même, ça fait quand même beaucoup, je trouve, 16%. Et en fait, il y a plein de petits gestes qu'on peut faire pour réduire ça. Alors évidemment, je pense que si je devais faire une analogie en termes d'écologie, trier ses mails, ça équivaut un peu à pisser sous la douche. C'est-à-dire que c'est un geste qui te donne bonne conscience. D'un côté, on ne tire pas spécialement la chasse d'eau, mais on va dire que l'impact environnemental est vraiment minime. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. Alors après, effectivement, on pourrait débattre sur les sources que tu avais envoyées sur ton post, vis-à-vis du fait que c'était contre-productif de trier ces mails, que ça consommait limite plus d'énergie. Mais en fait, je pense qu'au-delà du geste, il faut voir la philosophie derrière. Enfin, Hmm. philosophie, c'est un grand mot, mais plutôt ce que j'ai dit tout à l'heure, la graine qui est plantée. En fait, en ayant des gestes, même si c'est pas forcément les meilleurs en soi, en ayant des petits gestes comme ça, on, pour moi, en fait, on plante une graine dans sa tête et dans celle des autres à qui on en parle, qui aura peut-être une chance de germer. Et plus cette graine va germer, et plus on sera capable de grandir et de faire des choses un peu plus poussées. Hmm. Moi, personnellement, quand je parle à des gens, moi personnellement je suis vegan, donc voilà, je mange aucun produit d'origine animale. Ça a un très gros impact environnemental, mais par contre je ne force pas les gens à le faire. Mais quand on me pose la question, je leur explique pourquoi, et surtout je leur dis commencez pas direct par arrêter tout, réduisez, parce que déjà réduire c'est mieux que rien, et commencez petit. Plantez la petite graine, et après hop, laissez-la germer, Et et, manger euh, là. et voyez, et, voyez, et voyez ce que ça fait. Et c'est pareil pour n'importe quel geste en fait écologique. C'est pas la peine de viser super haut, c'est faire des petits gestes. Donc trier ses mails, pisser sous la douche si on a envie, réduire un tout petit peu sa viande, trier ses déchets, même si une bonne partie des gens le font maintenant parce que c'est devenu un geste habituel. Mais voilà, pour moi, il y a une dimension un peu plus psychologique derrière, plutôt que chiffrable, plutôt que quantifiable. C'est-à-dire que même si un micro-geste n'a pas un impact significatif sur l'environnement et sur l'écologie, il y a quand même cette notion de bah, je m'y suis mis. Hmm. Je m'y suis mis, et peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, bon, j'espère que la personne qui trie ses mails, elle ne met pas un an à faire un autre geste un peu plus poussé derrière, parce que sinon ça veut dire qu'il y a un problème dans sa façon de penser l'écologie. Mais voilà, se dire que bon, elle a fait cette étape-là, maintenant il faut qu'elle aille à l'étape supérieure, qu'elle accélère un petit peu. Et bah voilà, on peut passer à, si on veut rester dans le numérique, on peut passer à d'autres gestes un peu plus poussés, mais qui sont accessibles à tous, comme par exemple ne plus regarder des vidéos en HD ou en Ultra HD. Moi par exemple, quand j'écoute des musiques, j'évite maximum YouTube, je préfère aller sur Spotify parce qu'il n'y a pas le streaming vidéo qui consomme beaucoup, on n'a qu'un streaming audio. Et si je veux écouter un ou une artiste parce qu'elle n'est pas sur Spotify, elle n'est pas sur iTunes ou autre, il faut que je passe par YouTube, bah, pas de problème, mais du coup, je mets ma vidéo en 144p. Donc je la mets en fait en low définition. Hmm. Parce que on n'a pas besoin d'écouter, enfin, quand on écoute une musique, on n'a pas besoin d'avoir la vidéo en HD, quoi. Moi, personnellement, quand j'écoute du Rihanna, j'ai pas besoin de la voir en HD, quoi. Je veux dire, clairement, c'est con comme exemple, mais c'est vrai, quoi. Je suis là pour la musique, pas forcément pour le clip.
Donc voilà, il y a plein de petits gestes comme ça. Tout comme réduire son temps de streaming par jour. Si vous regardez 2-3 heures de streaming par jour, ou streaming ou VOD, hein, bah en fait, vous réduisez d'une heure. Bah en fait, si vous faites ça chaque jour, bah, ça fait quand même plus de 300 heures par an. Ça Mm. fait quand même pas mal de temps gagné. Et si une bonne partie des gens le font, bah, ça fait qu'au bout d'un moment, l'impact il va être vraiment significatif, quoi. Donc Et, voilà, mais toujours y aller petit à petit. yes, je comprends bien l'idée. Mais est-ce que tu penses pas que donc l'idée de la philosophie derrière les petits gestes, c'est vrai Ouais. que c'est hyper important, la petite graine. Mais est-ce que tu penses pas que ça risque, justement, on parlait tout à l'heure de l'effet enfin, des différentes échelles en fait. Est-ce que Mhm. tu penses pas que ça risque de créer du flou là-dessus? Et tu vois, quand on voit par exemple que la fabrication du matériel, le matériel, un ordinateur, un téléphone par exemple, Mhm. c'est entre 70-80% de son empreinte carbone globale sur tout son cycle de vie. Euh, donc ça veut dire que concrètement, il vaut mieux changer d'ordinateur tous les 8 ans plutôt que de changer tous les 2 ans, mais d'essayer de limiter sa consommation de streaming. Euh, donc est-ce que avoir ces ordres de grandeur-là, c'est pas plus important que d'essayer de faire tous les petits gestes possibles? Parce que tu vois, transposer d'autres milieux, c'est un peu comme si on reprend la douche, on va rester dans la salle de bain, sur l'exemple de voilà, euh, est-ce que c'est pas un peu comme pisser sous la douche, mais acheter que des produits, des gels douche, des shampoings, L'Oréal, Nivea, hyper dégueulasses pour le climat, pour la peau, etc. Tu vois, est-ce qu'il vaudrait pas mieux ne pas pisser sous la douche, mais acheter des produits bio et respectueux du climat, de l'environnement, Mhm. etc. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu en Ah, penses? je vois totalement ce que tu veux dire. Alors moi, du coup, je dirais quelque chose qui va être un peu vu comme intransigeant, mais en fait, je te dirais, bah, en fait, vaut mieux faire les deux. Mais pour faire les deux, il faut déjà avoir un bon pied dedans, Ouais, ce qui n'est pas clairement. le cas de tout le monde. Et effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que on pourrait envisager de d'abord pousser les gens à changer leur consommation dans la salle de bain plutôt que de pisser sous la douche. Euh, Tout comme on pourrait pousser les gens à consommer différemment le numérique plutôt que de trier ses mails. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Le souci, c'est que trier ses mails comme pisser sous la douche, ce sont des actes qui sont plus abordables pour les gens Mm. que aller réduire la HD et le streaming et d'aller acheter des produits plus locaux. Pourquoi? Simplement parce que on est dans une époque où tout est consommation. On est dans une époque où on consomme, on consomme, on consomme. Moi, le premier, et je pense que toi aussi, on en est tous là. Mais en fait, cette consommation, c'est presque devenu une addiction. Moi, je suis très fan de films et de séries, mais je me suis empêché d'avoir un compte Netflix parce que je sais que sinon, je passerais des heures devant Netflix. Euh, donc on va dire que sans le vouloir, je fais un geste pour la planète de ce Ouais. côté-là, parce que du coup j'évite de regarder trop de séries, et donc forcément, alors malheureusement je rate plein de belles histoires, mais j'évite quand même de ça, et tout le monde n'en est pas capable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien en fait regarder des séries, et malheureusement, bah, quand tu regardes des séries, les gens n'ont pas le réflexe de la passer en standard définition ou même en low Mm. définition. Et en même temps, j'ai envie de dire, est-ce que c'est agréable de regarder 2 heures de film en tout pixelisé, tout moche? Voilà, malheureusement, il y a un peu une balance, un équilibre à avoir. Pour ce qui est pour venir du coup dans la salle de bain, c'est un peu le même principe. On a tellement été poussé par la publicité, par les médias, par tout, en fait, même par les multinationales, à consommer, 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 que on a acquis que les shampoings Head and Shoulders c'était bon, que voilà, tout ce qui était en flacon avec avec des microbilles de plastique et tout ça c'était ok. Mais au final, ça ne l'est pas. Et pour faire revenir les gens dans un mode de consommation plus raisonné et plus raisonnable, ça nécessite plusieurs choses. La première, c'est que ça nécessite un coût, parce que malheureusement, les produits locaux, des produits bio, etc., ça coûte plus cher pour des tas de raisons. Je suis pas l'économiste, donc j'ai pas toutes les raisons en tête, mais je sais pertinemment que c'est parce que déjà, il n'y a pas assez de demandes. Donc forcément, ici, il n'y a pas assez de demandes, bah, le prix de base est plus élevé. Euh, voilà, il y a ces choses-là. Il y a le fait que bah, les gens ont été habitués à un mode de consommation, donc c'est difficile pour eux de faire marche arrière. Et il y a aussi une autre chose, c'est que les gens n'ont pas forcément le temps
malheureusement, de se poser ces questions-là, parce que c'est un peu métro boulot dodo. On est dans un monde où on court toujours après l'heure. Le matin, on se presse pour aller au travail, le soir, on est crevé. Moi, je sais pas comment font les gens qui vivent dans les grandes villes, genre à Paris ou autre, pour bosser. Je sais pas comment ils font. Parce que je suppose que le matin, ils se lèvent super tôt et le soir, ils rentrent tard. Et du coup, j'imagine bien que ces gens-là n'ont pas forcément le temps ou le courage, ou les deux, de faire ces efforts-là. Moi, je suis indépendant, donc je fais mon planning comme je veux, donc je bosse beaucoup, y compris les week-ends, mais si j'ai envie pendant 2 heures d'aller me faire un shampoing sec avec des petits produits ou autre, ou me créer un dentifrice maison, bah, je peux le faire. Je doute fort que le mec qui travaille dans un bureau, qui se lève le matin à 6 heures et qui rentre le soir à 20 heures, a le courage de faire ça. Et malheureusement, c'est un peu notre mode de vie, notre mode de consommation actuel qui fait aussi que on a des blocages sur ces façons de consommer en fait. Je pense que si les gens revenaient à un mode de consommation, un mode de vie un peu plus posé, un peu moins la course au travail, la course un peu au tout, peut-être qu'on arriverait à faire avancer les choses un peu plus vite de ce côté-là. Mais bon, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, quoi. C'est clair. Mais du coup, ok, je comprends ton point. Juste pour conclure sur l'écologie digitale et tout ça, Mm. moi, tu vois, quand je parle de l'importance des ordres de grandeur, alors justement, littéralement sur les ordres de grandeur, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est ce que fait Bon Pote tous les Ouais. lundis depuis alors, une bonne cinquantaine de semaines. Il publie chaque lundi un ordre de grandeur, donc c'est une petite infographie Mm. qui prend un sujet lié à l'environnement, à l'écologie, et qui montre de manière très visuelle du coup des ordres de grandeur. Et c'est assez impactant, assez fort pour prendre conscience justement que telle action, ça représente tel impact et que par rapport à telle Ouais. action, voilà. Et du coup, moi par exemple, c'est pour ça que je suis devenu végétarien il y a quelques temps. C'est parce qu'en fait, allez, il y a encore quelques années, on parlait très peu de l'impact de la viande sur le climat, par exemple. Ouais. Donc la viande, c'est pas juste la barquette que tu achètes au supermarché, c'est l'élevage, c'est la nourriture des animaux, c'est tout ça. Euh, Mhm. c'est aussi le transport, etc. Et du coup, c'est vraiment cet aspect ordre de grandeur qui m'a fait switcher, où je me suis dit, bah là, j'ai pas le choix, en fait. Si je veux avoir un impact, ça doit passer par le transport, essentiellement l'avion et éventuellement la voiture aussi, si possible. Euh, L'alimentation, donc le bio, limiter, arrêter la viande, etc. Et du coup, c'est pour ça que j'essaie d'appliquer ça au numérique. Après, effectivement, le numérique, ça reste peut-être un peu plus accessible aussi au niveau action. Euh, c'est moins culturel, c'est pas comme la viande où ça fait quand Ouais. même. C'est vrai, c'est ce que disent les contradicteurs un peu, c'est que la viande, ça fait quand même des millénaires qu'on en mange, et ça c'est vrai. Donc changer ça à grande échelle, c'est quand même un peu plus complexe que dire aux gens d'arrêter d'acheter des nouveaux ordinateurs tous Ouais. les 3 ans. Euh, mais du coup c'est peut-être une bonne démarche de commencer euh, par supprimer ses mails si c'est que le début de la démarche. Si on On s'arrête est là, d'accord. effectivement, ça ne sera pas grand-chose. Mais en tout cas, il y a pas mal d'actions comme ça. Mais après, tu vois, il y a d'autres choses aussi. C'est par exemple, je vois ça dans la com, dans le graphisme plus exactement. On dit de plus en plus, il faut choisir enfin, des polices d'écriture qui sont creuses. Comme ça prend moins de pixels sur l'écran. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment utile ou enfin, c'est un peu les limites de la RSE, quoi. Je me dis, enfin, est-ce que ça a Ouais. vraiment changé quoi que ce soit d'avoir des polices d'écriture qui sont plus fines ou qui ont des creux, tu vois? Je sais pas si tu connais ça d'ailleurs. Alors, non, alors non, pas du tout en fait, mais nous on a un peu le même débat dans le développement, hein, parce que du coup, voilà, en termes de code, en fait, on a un peu les mêmes problématiques. Enfin, on a les mêmes problématiques, oui et non. On va dire qu'il y a les mêmes problématiques qui se posent, et il y a des gens qui prônent en fait le code green, à savoir qu'en fait, quand tu codes, tu essaies d'optimiser tes lignes de code en fait au maximum pour que du coup il y en ait le moins possible, que les fichiers soient moins gros, etc. Et je me dis, est-ce que ça a vraiment un intérêt, quoi. Hmm. Mais là encore une fois, j'ai envie de dire, c'est les gens qui sont capables de faire ces efforts-là, c'est des gens qui du coup vont être capables de faire d'autres efforts plus impactants. Mais pour moi, j'ai pas envie de dire que c'est du greenwashing ou autre, parce qu'il y a quand même la volonté de faire un effort derrière, mais est-ce que ça a vraiment un intérêt? Clairement, je ne vois pas. Il faudrait que, pour reprendre le coup de la police creuse,
il faudrait qu'il y ait une étude qui soit faite avec des chiffres, en fait, qu'on puisse quantifier ça pour voir le gain. Parce Mmh. qu'honnêtement, je vois pas trop, parce que la consommation énergétique d'un écran, c'est pas non plus, enfin, Mmh. c'est pas dramatique non plus, quoi. Oui, OK, sur un smartphone, c'est une des choses qui pompe le plus de batterie, mais mais en même temps, j'ai envie de dire, ne serait-ce qu'en France, c'est un faux débat, la consommation électrique et Ouais. énergétique, parce qu'au final, on a déjà une énergie, hautement décarbonée. Donc même si tu mettais ton téléphone à charger, 2 fois par jour, bah, j'ai envie de dire, ton énergie, elle est, à 85 issue des ENR et du nucléaire, Ouais. donc j'ai envie de te dire, c'est pas non plus dramatique, quoi. Pour moi, je pense que ce sont des fausses, bah, comme tu dis, en fait, comme pour les mails, ce sont en fait des mauvaises raisons, mais je pense que des gens qui ont la volonté d'utiliser des polices creuses ou de coder plus vert, ce sont des gens qui déjà ont bien envie de se faire chier, pour faire un petit geste. Donc s'ils ont envie de se faire chier pour des gestes comme ça, ils peuvent faire l'effort d'avoir des gestes beaucoup plus impactants, que ce soit dans l'alimentation ou dans la consommation en général. Ouais, pas bête. Voilà, mais je suis d'accord avec toi, effectivement, il y a des gestes qui sont au mieux inutiles et au pire contre-productifs. C'est clair. Et tu me fais une transition vers une autre question que j'avais prévue pour un peu plus tard, mais qu'on va aborder maintenant, c'est la question du nucléaire. Bon, Le sujet qui fâche. n'est-ce pas? Qui fâche surtout dans le milieu écologique. Alors j'ai eu la chance de l'aborder avec Nicolas Goldberg dans l'épisode 26, je crois, 27 plutôt. Mmh, Donc on va pas parler des aspects techniques, mais je vais plutôt parler du clivage qu'il y a en fait dans le milieu ouais. militant, ou dans le milieu écolo tout simplement. Toi, tu fais partie de ceux qui sont pas forcément anti-nucléaires, qui sont même plutôt pro-nucléaires. J'avoue que Mmh, moi, j'ai fait cette transition-là aussi il y a quelques temps, et on voit de plus en plus, notamment sur LinkedIn, c'est un peu toute la frange, bah, Bon Pote, Jean Covici, un peu ouais. toute cette mouvance-là, qui a réussi à expliquer, ils ont réussi au travers de conférences, de contenus, de tout ce que tu veux, à expliquer par A plus B pourquoi le nucléaire était une énergie décarbonée, ou en tout cas très, très bas carbone, pourquoi est-ce que effectivement c'est pas parfait non plus, mais que les problèmes liés au nucléaire sont largement moins dangereux, en tout cas à court terme, que les problèmes Mmh, liés aux énergies fossiles, voire même aux énergies renouvelables, etc. Donc il y a mmh, vraiment aujourd'hui une frange pro-nucléaire parmi les écolos qui se développe. Alors c'est vrai il y a encore 20-30 ans, je pense que ça n'existait pas. T'étais écolo, t'étais anti-nucléaire. Euh, ouais. et aujourd'hui, les mouvements, les assos, les personnalités qui sont assez écolos, radicaux, j'allais dire à l'ancienne, mais même pas forcément. On a des mouvements assez récents comme Extinction Rebellion, comme Mmh, ANV COP21, etc., qui sont anti-nucléaires. Greenpeace, c'est des plus anciens, mais eux, c'est parce qu'à la base, c'était contre le nucléaire militaire, et ça s'est transformé en anti-nucléaire civil, etc. Mais ouais. aujourd'hui, il y a quand même une grande partie des écolos qui sont anti-nucléaires. Ça fait 3 fois que je le Mmh. dis, mais t'as compris. Et du coup, pourquoi est-ce que toi, tu t'es pas anti-nucléaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser? Et pourquoi est-ce que tu penses que il y a autant d'écolos qui restent anti-nucléaires malgré les faits qui semblent pourtant prouver qu'il n'y a pas vraiment de raison de l'être? Alors, c'est un très gros sujet, un sujet ultra complexe et qui moi me laisse perplexe en fait, parce que j'ai longtemps été, anti-nucléaire, mais en fait, je me suis rendu compte il y a quelques mois de ça, que c'est simplement parce que j'avais pas les clés pour comprendre cette technologie, et que j'étais surtout un peu aveuglé par les dogmes en fait. Mmh. Je pense qu'il y a un dogme autour de l'anti-nucléaire, parce qu'en fait, depuis des décennies, on voit le nucléaire comme une sale énergie, à cause de ce qui s'est passé à Tchernobyl, à Fukushima et tout ça. Et en fait, c'est devenu un sujet qui est un sujet en fait social, et politique. Alors politique au sens, citoyen du terme, hein, Mmh. pas politique, la politique, du gouvernement. Heu et en fait, malheureusement, ça se base que très peu sur la science, voire pas du tout, en fait. Pour moi, c'est fondé sur des croyances qui ont pas de valeur scientifique. Alors, je vais peut-être m'attirer les foudres de certaines personnes, mais bon, c'est pas grave. Hem, En fait, le nucléaire, comme tu le dis, comme j'ai dit tout à l'heure, il est pas tout vert, il y a aucune énergie de toute façon qui est toute verte. On pourrait parler longuement des déchets, des risques qu'il y a derrière, mais à court terme, effectivement, comme tu le disais, c'est pour moi la meilleure solution. Alors, pourquoi c'est la meilleure solution? Bah, parce qu'en fait, en termes d'émissions de gaz à effet de serre,
en termes d'équivalent en fait en kilowattheure ou même en mégawattheure si tu préfères, on est on va dire dans le top tier. C'est-à-dire qu'on a, il me semble que c'est l'hydraulique qui émet encore moins d'effet de serre que le nucléaire, mais sinon à part ça, en termes de kilowattheure produit, et quand je parle de produit, je parle effectif, hein, je parle pas des valeurs théoriques du photovoltaïque ou de l'éolien, qui on le sait n'arrivent jamais au maximum. Je parle vraiment en termes de puissance réelle. En fait, le nucléaire est vachement plus avantageux. On a la chance d'avoir en France une énergie, on va dire à 85% à peu près décarbonée, parce que je crois qu'on a 70% de nucléaire et environ 15% d'ENR, et je crois que le reste c'est que du fossile, gaz, fuel et tout ça, et charbon. En fait, le problème des autres ENR par rapport au nucléaire, c'est que d'une part, l'éolien et le photovoltaïque, sans vent et sans soleil, bah, en fait, à moins qu'on invente demain des super batteries qui sont capables de stocker l'énergie accumulée dans la journée pour le solaire ou même dans la journée ou la nuit pour le vent, bah, en fait, on ne pourra pas faire grand-chose. Sauf que les batteries actuellement, on est limité pour des raisons physiques, hein, on n'arrive pas à stocker sur du long terme de l'énergie comme ça. Donc déjà, ça c'est un premier problème. Et le deuxième, en fait, c'est que surtout, c'est une question de coût au final, parce que une question de coût et de place. Mmh. Pour compenser un réacteur nucléaire, je sais pas si tu imagines la quantité d'éoliennes et de panneaux solaires qu'il faut. Mais en Ouais. fait, il faut un champ assez conséquent pour, Quelqu'un avait fait une Mmh, comparaison comme ça, ouais. sur une carte ou un truc comme Bah ça. tout à Ah fait. non, c'était pas sur une carte, c'était sur une photo, alors je sais plus qui avait fait ça, sur quel réseau ni rien, mais c'était ils avaient pris une photo de loin d'une centrale, je sais plus Mmh, laquelle. Ils avaient fait un avant, donc avec la centrale, voilà, une vraie photo, et après une photo retouchée où il y a plus la centrale. Par contre, il y a autant d'éoliennes qu'il faudrait pour compenser, et du coup, tu as des éoliennes partout, à perte de vue, il ouais, va y en avoir des milliers, et du coup, ça ressemble à rien. Là, effectivement, il y a ouais. l'éolienne, effectivement, telle qu'elle est aujourd'hui, ça va, c'est pas non plus une catastrophe sur le paysage, mais là, effectivement, Non mais ce serait discutable. bah, c'est ça, et là, en plus, commence à arriver les éoliennes offshore, Mm. et le problème, outre la pollution sonore déjà, hein, pour la faune marine qui est catastrophique, on n'en parlera pas assez, mais il y a vraiment une énorme pollution sonore derrière, et aussi ni plus ni moins que la pollution tout court. En fait, bah, il y a une notion de coût, financier. Mm. L'éolien, sur terre, au kilowattheure, il est un peu plus élevé que le nucléaire, mais on va dire que niveau tarif, ça va encore. Par contre, l'offshore, vu que c'est encore un peu récent, le prix était encore assez élevé. Et du coup, on a déjà un problème de rentabilité, on a un problème de performance aussi, parce que bah, malheureusement, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand il n'y a pas de vent, bah, il n'y a pas il y a pas d'énergie. Mm. Et en fait, il y a aussi un problème de place au final. Donc, il y a quand même beaucoup de contre pour très peu de pour ces technos-là. Alors, par contre, attention, je ne prône pas moi-même du 100% nucléaire pour deux raisons. La première, c'est que je considère que cette techno-là, elle est bien à court terme, mais qu'il faudra s'en passer à terme, parce que je la considère quand même comme dangereuse. Mm. On n'est pas à l'abri d'une catastrophe nucléaire. Et même si les pro-nucléaires vantent le fait que bah, Tchernobyl et à Fukushima, il n'y a pas eu tant de morts que ça, voire pas du tout. Il n'y a eu que quelques cas de cancer, etc. etc. Ben, en fait, j'ai pas l'info du vrai ou du faux, mais le problème il est pas là. Le problème, c'est qu'en fait, on a quand même déporté des gens Mm. très loin de chez eux pour éviter les problèmes. Et rien que ça, en fait, ça devrait être une raison d'éviter cette technologie. Euh, Ça, du coup, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que je pense de toute façon que on peut pas faire du 100% nucléaire parce qu'il faut avoir un mix énergétique. Je suis pas le seul à l'évoquer, hein, les rapports du GIEC aussi en parlent. En fait, avoir un mix énergétique, ça permet de compenser en cas de baisse d'une techno. Admettons, je dis n'importe quoi, mais admettons demain on a un réacteur qui tombe en rade parce qu'il y a une grosse canicule et il faut l'arrêter parce que ça chauffe trop. Bah, on sera content d'avoir quand même un peu d'éolienne et de photovoltaïque derrière pour Mm. compenser. Mais c'est pareil dans le sens inverse, on est content d'avoir du nucléaire pour compenser ce que l'éolien et le photovoltaïque ne produit pas en fait.
Donc voilà, en fait, pour moi, il y a vraiment un dogme anti-nucléaire, mais basé plus sur des croyances qu'autre chose. Mmh. Et je les comprends, ces croyances, parce que j'ai moi-même longtemps été dans ce dogme-là. Mais je pense qu'en fait, il faut voir plus loin que ça. Et il faut surtout voir les problèmes en fait, à court terme. Alors à court terme, pour moi, c'est 20-30 ans, hein. Si demain, on installe des centrales nucléaires un peu partout dans le monde pour réduire drastiquement les centrales à charbon et tout ça, et tout ce qui consomme de l'énergie fossile, bah, en fait, on va quand même baisser drastiquement les émissions de CO2 liées aux énergies. Alors bien sûr, c'est un tout, il n'y a pas que ça. Mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est la technologie qui a la meilleure chance de solutionner au moins une partie du problème. Mais du coup, j'aime pas dire du coup que je suis anti-nucléaire ou pro-nucléaire. Je pense que je suis un peu situé entre les deux. Alors un jour, je me suis pris la tête avec quelqu'un sur LinkedIn justement qui m'a dit que bon, non, il faut peut-être que je choisisse mon camp, ce qui n'était pas totalement faux, hein. Mais en fait, pour moi, mon camp, je l'ai choisi. C'est-à-dire que je tolère l'existence du nucléaire pour solutionner des problèmes, mais pour moi, c'est pas une énergie d'avenir. Pour moi, l'avenir, c'est dans la résilience, en fait. Faut pas Mmh. construire plus de centrales, plus d'éoliennes, plus de ci, plus de ça. Il faudrait, dans un monde idéal, qu'en fait, on arrête de croître. La En fait, qu'on sobriété, hein. commence à décroître. Alors, quand je parle de décroître, je parle pas de vivre comme des Amish au XVe siècle, avec des chariots et des chevaux, hein. On n'en est pas là. C'est juste, en fait, accepter de rester avec ce qu'on a actuellement, de réduire petit à petit, Mmh. fermer petit à petit tout ce qui est charbon, fuel, etc. Pourquoi pas, si on a assez d'énergie en stock, baisser ou même fermer du nucléaire. Et puis, voilà, petit à petit, baisser, 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 jusqu'à avoir en fait un confort de vie correct, sans tout le surconfort autour. Parce que c'est, Ouais. c'est, c'est clairement ça, en fait, le problème. C'est qu'on a vraiment un surconfort qui est finalement inutile. Donc ouais, je suis plutôt dans cette optique-là. Je suis pas pro nucléaire, je suis pas anti nucléaire, mais par contre je conçois l'existence du nucléaire comme solution pérenne sur le climat. Ça c'est sûr et certain. OK, très clair. Merci d'avoir explicité, ta position et justement, ça montre qu'on n'est pas obligé d'être pour ou contre, contrairement à ce que voudrait Twitter, et Oui, parfois LinkedIn. c'est ça. Mais effectivement, la nuance paye. Hem, pour passer à un autre sujet, il y a quelque temps, tu avais quitté, les réseaux, notamment LinkedIn, en te disant que tu en pouvais plus de voir, les réactions ou même les positions de certaines personnes. Tu étais un peu découragé, j'avais l'impression face à la situation, tu étais un peu dans le voilà, tu voyais que l'inaction et le déni, ça allait pas en s'arrangeant, quoi. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu te décris encore comme éco-anxieux, comme solastalgique? Est-ce que ça va mieux, Florian? Alors, ça va mieux, oui, heureusement, sinon je ne serais pas là. Je pense que je serais toujours enfermé chez moi, double tour, à parler à personne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éco-anxiété, donc on appelle en fait la solastalgie, en fait, c'est un état de déprime qui est généré par en fait une prise de conscience que les choses changent autour de soi, dans son environnement, de manière négative, et en fait, on a l'impression de rien pouvoir faire contre. En fait. Du coup, on finit par déprimer, on finit par s'isoler, et si on fait rien, en fait, ça se transforme rapidement en dépression. Mmh. Et voilà, la dépression, c'est quelque chose de grave, c'est une maladie, hein. Euh, et je pense qu'on est plus d'un en fait à être éco-anxieux sans le savoir. Il y a peut-être juste des personnes qui sont peut-être moralement plus fortes que d'autres pour gérer ça, ou peut-être que émotivement parlant, voilà, ils pensent différemment, je ne sais pas. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très empathique, en fait, de très. Ouais, je suis vraiment, je suis un hyperopathe, hein. Clairement, le moindre petit problème autour de moi peut prendre des proportions assez catastrophiques. Je ressens vraiment la peine chez les gens, et en fait, voir tout, toute la peine qu'engendre et que va engendrer en fait les problèmes environnementaux, bah, en fait ça m'a fait énormément de peine, et quand j'ai vu en fait mon fil LinkedIn commencer à être pollué, enfin pollué. Je l'ai voulu, hein, aussi, non, vu que je me suis fait un réseau là-dessus, mais en fait j'ai eu beaucoup de mauvaises nouvelles à la suite. C'était l'année dernière, c'était en janvier, avec tous les feux de forêt et tout ça, c'était vraiment la catastrophe.
c'était l'Australie qui brûlait, enfin c'était Ouais. vraiment le bordel. À ça s'ajoutaient toutes les mauvaises nouvelles habituelles sur le climat et l'environnement, comme on les connaît tous, hein. En fait, j'ai commencé à déprimer. J'ai commencé à me dire, ah, voilà, mais en fait, c'est foutu, quoi. Et j'étais totalement impuissant face à ça. Et du coup, j'ai fait, bon, bah, en fait, il faut que je fasse une pause. Il faut que j'arrête en fait de suivre tout ça. Donc, j'ai quitté en fait LinkedIn pendant 8 mois. J'ai recommencé là en mars de cette année. J'ai fermé, je crois que c'était fin mai, début juin 2020, où j'ai vraiment arrêté ça. C'était à la fin du premier confinement. Mm. Sachant que j'avais déjà fait une grosse pause durant le confinement, j'allais plus que une ou deux fois par jour sur le réseau, alors qu'avant j'allais beaucoup plus. Euh, et en fait, voilà, je pense que je le suis toujours, parce que je pense que quand on l'est, on se sort pas de ça. Mais je pense que j'ai acquis, on va dire, certains réflexes pour me protéger de ça. Et je pense aussi que j'ai su m'entourer de gens un peu plus positifs aussi. Pas que les gens qui balançaient des mauvaises nouvelles étaient négatifs, mais j'ai discuté avec des gens, j'ai commencé à suivre des gens toujours sur LinkedIn, hein, toujours mon réseau favori, qui du coup avaient un impact positif. Des gens en fait qui me donnaient envie de me lever le matin en fait et de me dire bon, eux ils font des choses, pourquoi pas toi, quoi. Donc voilà, j'ai essayé de trouver un peu ce credo un peu en moi, et ça marche plutôt pas mal. Alors il y a des jours avec et des jours sans, je vais pas te mentir, mais dans l'ensemble, je pense que ça va quand même un peu mieux, et enfin même beaucoup mieux, et j'espère que du coup ça tiendra. Mais on n'est pas à l'abri d'une petite baisse de morale prochaine. Voilà, ça, je m'y attends parce que je sais comment je suis. Mais clairement, le but, c'est de plus retomber dans ces déboires, en fait, Mm. et de réussir à lever le pied, en fait, avant de se manger le mur qui m'a fait mal la première fois, on va dire. Ok. Je comprends, et c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de monde qui vit ça. Euh, c'est un processus en fait. Alors, je sais plus qui disait que c'était comme une sorte de processus de deuil, Mm, parce que au début on est dans la naïveté, dans l'innocence. On a l'impression que bon, effectivement, il va faire chaud, changement climatique, ça va, c'est pas non plus la mort. Après, on a cette claque qui nous arrive en pleine face, où on se rend compte qu'en fait c'est pas juste 2 degrés en plus l'été, mais que ça implique énormément d'autres choses à côté. Donc là, mm, en fait, on fait le deuil. On doit faire le deuil sur le monde tel qu'on le connaît, en fait. Ou en tout cas, sur le deuil futur du monde tel qu'on le connaît, tel qu'on l'a connu. mm, Euh, ou même pour les personnes qui sont un peu plus âgées et qui ont connu un certain monde qui n'existe plus aujourd'hui, donc plutôt côté nature, on va dire. Par exemple, les insectes qui ont disparu, les espèces animales qui ont disparu, ouais, plein de choses comme ça, les sécheresses qui se multiplient, et voilà, plutôt les phénomènes qui sont déjà visibles sur les 50 dernières années. Et du coup, c'est vraiment cette question de faire le deuil, donc et de passer par toutes les étapes, du déni à l'acceptation, en passant par la tristesse et la colère. Euh, mais du coup, c'est vraiment la même chose en fait. C'est juste que c'est pas la perte d'un être. Bon, en l'occurrence, c'est la perte de beaucoup d'êtres vivants qui sont mm, impliqués, hein. Mais c'est vraiment le deuil d'un monde tel qu'on le connaît. ouais, Et c'est pas évident, je suis d'accord. et c'est un vrai sujet, même si c'est facile de se moquer en disant surtout quand les personnes externes qui comprennent pas exactement ce qui se passe dans nos têtes et qui se disent bon c'est Ouais, bon, c'est pas parce que il y a des gens à l'autre bout du monde qui sont dans la merde à cause du climat, ou c'est pas parce qu'il y a 3 espèces d'oiseaux qui sont disparus le mois dernier que ça va te niquer ta soirée. Alors que bah, techniquement, il y a aucun. Au contraire, il faudrait pas s'en moquer, il faudrait justement être empathique et essayer de ouais, comprendre que ça peut. Déjà, pourquoi la personne réagit comme ça, pourquoi est-ce que ça l'atteint autant, mm, et surtout pas faites donner les pires conseils, tu vois. C'est comme quand quelqu'un te dit ouais, je suis un peu en dépression, et lui dire ouais, bah, reprends-toi en main, etc. Donc, c'est pas comme ça que ouais. ça marche. C'est clair, c'est tellement facile de dire ça au final, mais quand tu comprends pas en fait la source du problème, tu peux pas la combattre en fait. C'est ça. Donc, il faut accepter la souffrance des autres et surtout essayer de comprendre pourquoi est-ce que ils sont comme ça. Et après, Mm, chacun son tour devient frappé des mêmes mots, puisque chacun son tour devient conscient de ce qui se passe. Et voilà. Bah, après, chacun fait son deuil. mm, Heureusement, la plupart arrivent à passer outre et se mettre justement dans l'action après ça. Et utilisent ouais, l'action comme un moyen bah, d'aller mieux. L'action, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être aller marcher dans la rue, ça peut être rejoindre une asso, ça peut être créer un podcast, ça peut être lancer des projets, ça peut être plein de choses. Ou même faire des actions individuelles, en fait, tout simplement. mm, Réduire sa consommation de viande, arrêter l'avion, etc. Donc, mm.
voilà, l'action peut être un remède. Il y a un autre problème qui arrive en ce moment, c'est ma dernière grande question, sujet que tu vas tu vas apprécier, je pense. Sur les réseaux sociaux, même dans les médias, même dans la com gouvernementale, on voit de plus en plus des jolis petits noms d'oiseaux, à destination des écolos et des gens engagés. Alors voilà, on va faire une petite liste, hein, les Khmers verts, les ayatollahs de l'écologie, les utopistes, les bobos écolos, les islamo-gauchistes, les pastèques. Alors moi, je les connais tous parce que bah, je les vois toute la journée, pas forcément destinés pour moi, mais destinés à des gens que j'apprécie ou Mm. au courant auquel je m'identifie. Euh, et parfois, il m'arrive de les reprendre volontairement pour m'en moquer un peu. Alors, ma question, c'est est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce que utiliser les termes de l'ennemi, ou en tout cas de l'adversaire idéologique, c'est une bonne idée? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux les ignorer? Parce que, au contraire, si tu reprends les termes qui sont en fait des insultes dans leur bouche, euh, est-ce que c'est pas légitimer leur position et estimer que du coup, ils ont le droit de penser ça, alors qu'en fait, enfin, ça crée un clivage en fait, alors qu'il ne devrait pas vraiment y avoir de clivage là-dessus. Euh, voilà, est-ce que tu te définis comme Khmer vert ou est-ce que tu préférais qu'on oublie ce terme à tout jamais? Ah, dans un monde idéal, j'ai envie de te dire, je préférais qu'on oublie tous ces petits noms d'oiseaux, enfin, tous ces petits noms d'oiseaux. Après, j'ai envie de te dire, ils peuvent bien balancer ces insultes-là. Moi, je m'en moque un petit peu, ça m'arrive même de les reprendre parfois. Bah dans mon post coup de gueule, justement, il y avait quelqu'un qui du coup me disait que il était un écolo et fier de l'être, et qu'en gros, j'ai signé son commentaire en disant, bah voilà, bienvenue dans la secte des Khmer verts, et Mm. voilà, moi ça m'a fait marrer parce que je reprenais ce vocabulaire un peu agressif. Mais au final, je sais pas si j'ai vraiment un avis là-dessus, parce que je pense que dans les deux cas, il y a du positif et du négatif. On pourrait très bien se dire, bah, on va ignorer ces insultes-là et ne pas les utiliser, faire comme s'ils n'existaient pas, mais ça n'empêchera pas les gens d'être stupides. Mm. Et de se trouver marrant en insultant les gens de Khmer vert. Ils n'ont probablement jamais vu de Khmer de leur vie, mais bon, c'est pas grave. Mais pour moi, tu peux ignorer ou pas, ça changera pas grand chose au process. De toute façon, je pense que le changement il est en marche. Et je pense que ces gens-là, ils prendront juste pas le train en marche, malheureusement, mais ça c'est leur problème. Et la société bouge et bougera en fait, que ce soit avec ou sans eux. Donc ils peuvent bien traiter les gens de Khmer vert, d'ayatollah de l'écologie, de bobo écolo ou de ce que tu veux. Au final, ça me gêne pas plus que ça. Ça fait 8 ans que j'ai commencé mes gestes en fait écolo, en commençant par l'alimentation. J'ai commencé par le végétarisme il y a 8 ans. Ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que je suis vegan du coup. Je peux te dire que des insultes, j'en ai eu à foison, parce qu'avant j'étais sur Facebook, donc sur Facebook c'est pire que tout. Mm. Donc bon, moi je suis un peu protégé par tout ça. Maintenant, ça me coule un peu dessus, et puis de temps en temps, je reprends deux, trois mots parce que je trouve ça marrant de faire de l'autodérision, on va dire, Ouais. mais ça s'arrête là. Je pense que je suis plus dans l'optique de les ignorer, parce que de toute façon, j'ai dit ce que j'avais à dire sur les écolos, sur mon fameux coup de gueule. Mm. J'ai dit que je voulais pas être étiqueté écolo comme on étiquette d'écolo les gens d'Europe Écologie Les Verts ou Barbara Mhm. Pompili ou autre, qui n'ont pas du tout la même vision de l'écologie que nous, en fait, les vrais, que ce que j'estime être des vrais écolos. Euh, et bah, en fait, moi, ça me suffit. J'ai poussé mon coup de gueule, j'ai dit voilà, ça me saoulait d'être catégorisé de la sorte, d'être mis dans le même panier que ces gens-là. Maintenant, qu'on me mette dans d'autres cases, que ce soit Khmer vert ou autre, j'ai toujours été mis dans des cases parce que j'ai toujours pensé un peu différemment des gens. Moi, personnellement, je m'en moque. Après, je peux comprendre que d'autres personnes, ça les emmerde. Donc après, Mm. je, je pense que si ces gens-là, ça les emmerde, je pense que le bon réflexe, c'est de s'en moquer, voire de faire l'autodérision. Après, s'il y a d'autres gens qui s'en moquent comme moi, je pense que simplement les ignorer, c'est une bonne pratique aussi. Mais je pense que l'un dans l'autre, il y a pas de grand impact, en fait. Ok. Bon, je vais continuer Toi, à. du coup, t'es plutôt de la team reprendre le vocabulaire. Bah, j'avoue que je le fais parfois. À un moment, j'avais même mis en bio Twitter
tous ces termes-là, quoi. Et je me suis dit: «Est-ce que je joue vraiment, en ma cause, quoi?» Ouais. Parce que tu vois, on se demande, est-ce que reprendre ces termes-là, on n'avoue pas effectivement, nous, on sait parce qu'on sait qu'on le fait parce que c'est de l'autodérision, parce qu'on sait que, Mmh. c'est le terme employé par les adversaires et cetera. Mais Ouais. est-ce que quelqu'un d'autre va pas se dire, est-ce qu'un adversaire ou quelqu'un qui tend plus de l'autre côté du coup, va pas se dire que, on reconnaît un peu que ce qu'on fait enfin tu vois? C'est comme je vois même bon, aujourd'hui des gens de tu vois, des gens d'extrême droite, que je citerai pas pour pas leur faire de la pub, qui se décrivent eux-mêmes comme fachos. Ils se disent, sur les réseaux sociaux, ils disent: «Ouais, les fachos comme nous», ou ils font des vidéos YouTube, ils se décrivent eux-mêmes comme fachos. Alors que facho à la base, c'est censé être une insulte. Quand on t'insulte de facho, à un moment, il faut se remettre en question. Il faut pas Ouais. réutiliser ce terme et en être fier. Alors, j'imagine qu'ils pensent pareil de nous quand on se décrit comme islamo-gauchiste, comme bobo écolo, comme bobo vegan, etc. Mmh. Après, il faut pas opposer un camp et l'autre parce qu'il y en a un des deux qui est clairement problématique. Mais du coup, moi, je continue à utiliser les termes. Mais c'est pour ça que je me posais la question. Je me suis dit que tu avais peut-être un avis là-dessus. Est-ce que ça pouvait pas jouer en notre défaveur Parce qu'en fait, tu sais, c'est le fameux truc de utiliser un terme, ça rend le concept vivant. Ouais. Si personne n'avait parlé d'islamo-gauchiste, comme la première personne qui en a parlé vraiment de manière officielle, c'était notre superbe ministre d'éducation. Euh, non, elle est ministre de quoi déjà? De l'enseignement supérieur, il me semble. Je crois, ouais, je crois que c'était l'enseignement supérieur, il Donc, me semble. elle a parlé de, oui, bah oui, puisqu'elle a lancé la chasse aux islamo-gauchistes dans l'université. Ouais. Euh, et le moment à partir duquel elle a employé ce terme, ça a rendu le concept vivant, bon, en tout cas pour les médias, hein, parce qu'il y a rapidement le CNRS qui a répondu que ça n'existait pas, ce concept-là, et que ça ne voulait absolument rien dire, heureusement. Mais en tout cas, à partir de maintenant, la plupart des gens savent de quoi il s'agit, ou en tout cas ont une vague idée, parce que personne ne sait vraiment de quoi il s'agit au final. Et du coup, ça rend le concept vivant, tu vois. Donc, Ouais. peut-être que d'ici 5-10 ans, quand on va, tu vois, quand on va parler de Khmer vert, d'ayatollah de l'écologie, etc., il y aura des concepts plus développés. Et en fait, ça va dépendre de qui développe le concept, en fait. Mmh. Si toute la définition est créée par des opposants, bah, ça va être forcément péjoratif. Et là, tu seras catalogué comme ça, et ça va forcément être péjoratif. Euh, Enfin bon, je pars un peu loin Non, non, mais dans la réflexion, mais je comprends. Après, pour reprendre l'exemple du mot facho, on sait qu'être facho, c'est pas quelque chose de positif, parce que voilà, c'est pour des tas de raisons. Mais par contre, est-ce que être un Khmer vert ou un ayatollah de l'écologie, est-ce que c'est quelque chose de négatif ou est-ce que finalement c'est pas quelque chose de positif tout de même? ça dépend pour qui, hein. Ouais, ça dépend pour qui, mais j'ai envie de dire, effectivement, quelqu'un qui se considère facho alors qu'il est facho, il va trouver que ça fait classe, Ouais. que ça fait bien, mais et quelqu'un qui est qui est contre, il va trouver que c'est de la merde. Et du coup, effectivement, est-ce que quelqu'un qui se pense Khmer vert va trouver ça cool, mais est-ce que les gens en face vont trouver ça cool? Je ne pense pas non plus. Mais d'un autre côté, est-ce qu'au final, il y a quand même pas une différence entre le fait d'être facho, qui est quelque chose normalement de sociétalement admis comme quelque chose de très négatif, et d'être un Khmer vert, accessoirement d'être juste quelqu'un qui veut protéger l'environnement. Au final, est-ce que c'est pas quand même quelque chose qui sera vu positivement Hmm. malgré tout, tu vois? Bah, je pense que c'est une question de fenêtre d'Overton et Ouais. comment dire, d'acceptation générale. Ça Mm. dépendra de qui, entre guillemets, prend le pouvoir dans les années qui viennent. Ouais. Et ce sera là justement où, là aujourd'hui, il y a les deux, on voit les deux coexister. Et c'est possible qu'un jour, il y en a un des deux qui soit établi comme OK, c'est normal, et l'autre qui soit combattu, et on ne peut pas savoir lequel ce sera. On espère évidemment que ce sera un certain camp, mais bon, Ouais. c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, c'est toutes ces histoires-là. Ouais. Euh, mais bon, en tout cas, il se passe des choses. J'en parlais justement avec Elodie Nas dans l'épisode 28. Euh, le fait que plus la conscientisation avance, plus les gens sont sensibilisés, plus on voit de mobilisation autour de l'écologie, plus il y a une sorte de contre-pied réactionnaire en fait de certains médias, de certaines personnalités, Mm. même des politiques, un contre-pied qui s'oppose vraiment à tout ça, de manière presque,
systématique, quoi. Alors que on demande à des gens de rouler un peu moins en voiture, de prendre un peu plus le vélo. Il y a des gens qui sont capables de faire une tribune. Ça part super loin, quoi. Alors que Je suis ça d'accord. n'a pas lieu d'être, quoi. Euh, Je suis voilà. d'accord. On va conclure avec les petites questions rituelles. Ouais, Petite question, petite réponse, du coup, quelques phrases maximum, comme ça reste concis. très bien. La première, c'est quoi pour toi la résistance écologique? Pour moi, c'est militer, s'engager, défendre, voire même éduquer les gens. Et c'est surtout en fait ne pas attendre que les hautes sphères fassent les choses pour nous. Pour moi, en fait, la résistance écologique, c'est changer les choses d'en bas. Pour moi, le changement viendra clairement d'en bas, il viendra en fait du peuple et pas du gouvernement ni des multinationales et autres. Donc pour moi, c'est plutôt ça, être résistant écologique, c'est vraiment militer en tant que citoyen et vraiment s'engager dans la transition, défendre ses idées et puis éduquer ses proches pour en fait grossir les rangs en fait de la résistance. Quel déclic t'a poussé à t'engager? Eh ben, le végétarisme. C'est con, mais en fait, quand tu commences à creuser autour de l'élevage intensif, de l'industrie alimentaire et du lobbying qu'il y a derrière, en fait, tu découvres le poteau rose et tu te dis, bah merde, je vais creuser un peu plus. Et plus tu creuses, plus t'es choqué. Donc voilà, j'ai regardé Earthling, en fait, c'est le reportage donc, qui est sorti dans les années 2000, et ça m'a en fait ouvert les yeux. J'ai eu super mal en voyant ça et ça m'a écœuré. J'ai fait, bon, bah voilà, faut bouger quoi. Hmm. Comment est-ce que tu t'informes sur les sujets liés à l'écologie, au climat, à l'environnement, etc. Heu, LinkedIn pour la plupart, Les fameux? c'est toujours mon réseau en fait, vu que j'ai beaucoup de monde en fait, j'ai beaucoup de gens qui publient pour moi des choses. J'ai juste à ouvrir mon fil et je vois des articles, intéressants sur différents sujets de l'écologie, donc voilà. Et sinon, bah, je parcours deux trois magazines ou webzines, sur le web, mais très limité quand même parce que ça prend souvent très vite parti et j'aime pas ça. Hmm. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui veulent s'engager mais qui savent pas du tout par où commencer? Eh ben, ce que j'ai dit tout à l'heure, partir petit sur des petits gestes et viser grand après. Mais surtout taper là où ça fait mal, c'est-à-dire l'alimentation, la consommation, le transport. Si vous mangez 2 fois de la viande par jour, passez à un plat par jour à base de viande. Ce sera déjà un très grand geste parce que vous allez réduire par 2 votre consommation et donc ça aura déjà un impact significatif. Et au fur et à mesure, voilà, creuser un petit peu, se poser des questions et faire des efforts toujours un peu plus loin. Une dernière question qui fâche. Comment est-ce que tu envisages notre avenir dans les années qui viennent et à plus long terme? Ah, c'est la question où il faut que je sois soit optimiste, soit pessimiste. Ouais, tu peux avoir un entre-deux, hein. Tu peux avoir un entre-deux. Alors honnêtement, non, j'ai beaucoup trop été entre deux sur ce podcast, donc je vais arrêter de, de faire ma réponse de Attention. Normand, peut-être d'un coup, peut-être d'un clos. Je vais du coup juste dire qu'en fait, on va vers des jours sombres et je pense que la technocratie va pas nous sauver. Comme Einstein le disait, on peut pas régler des problèmes en s'aidant de ce qui a créé en fait ces problèmes. Donc, il va falloir en fait au bout d'un moment pour freiner l'arrivée dans le mur, il va falloir en fait s'adapter et réduire et devenir résilient. Ok. On va s'en tenir à ça du coup. Euh, Ça marche. Bon, merci pour tout ça. C'était hyper intéressant. Où est-ce qu'on Merci à envoie toi. les auditeurs et les auditrices qui veulent te retrouver, soit pour suivre ce que tu racontes, soit pour discuter avec toi? Bah, ça va être LinkedIn toujours. Évidemment. Ce mot a dû revenir au moins 30 fois. J'ai posé la Ça, question ouais, par ouais. pur réflexe, mais c'était assez Ouais, évident. alors pour l'instant c'est LinkedIn, mais je me pose sérieusement la question de créer en fait un serveur Discord pour aller avec Challenge Force, parce que voilà, je sais pas trop si la notion de communauté dans le projet que je veux créer aura vraiment un intérêt sur une version web ou mobile et si on pourrait pas juste faire un Discord. Hmm. Donc voilà, il y a moyen que dans les prochaines semaines je me pose vraiment la question et de toute façon je communiquerai sur LinkedIn si on veut me retrouver sur ce serveur aussi au besoin. Voilà. Ok, très cool. Je mettrai le lien de ton LinkedIn en description et puis les pages de tes différents projets.
Avec plaisir. éventuellement de ton Discord s'il est créé d'ici là. Merci beaucoup en tout cas, c'était vraiment top. J'espère que l'exercice t'a plu. On se retrouve tout de suite pour débriefer un peu. Et puis, Merci à toi. on retrouve les auditeurs et les auditrices dans un dernier épisode la semaine prochaine. Merci Florian. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce sujet t'a touché et que tu aimerais sans doute en savoir plus. Rendez-vous dans les notes de l'épisode pour en savoir plus sur mon invité et voir quelques ressources. Pour soutenir le point résistance écologique, le plus efficace est de me laisser une note et un avis sur ta plateforme de podcast préférée et d'en parler autour de toi. Alors merci d'avance et à très vite pour un prochain épisode.